Et maintenant, nous allons continuer cette exploration du réel avec quelqu'un qui a une double casquette assez fascinante, puisqu'il est physicien quantique, il est lauréat de l'Académie des sciences en physique, et il est également prêtre catholique. Et il a non seulement été prêtre, mais il a été le président de l'Université catholique de Lyon. Et il est maintenant président délégué de l'Université catholique de Lille, université de plus de 50 000 étudiants, je crois, avec 2 business schools, des écoles de médecine, etc. Donc les 2 plus grandes universités catholiques de France. Lille et Lyon, dont il a été le président et le recteur et le recteur délégué. Et donc nous allons maintenant entendre sur cette question du réel le père Thierry Magnin, que nous avons la grande chance d'accueillir et qui est né en Afrique en plus, donc il connaît bien l'Afrique. Thierry. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Il n'est pas si simple de prendre la suite d'un prix Nobel, hein. Voilà. Mais je vais essayer de partager quelques éléments du dialogue sciences et religion dans lequel je suis aussi inclus depuis de nombreuses années. Et pour cela, je vais commencer ce matin et puis nous continuerons dans la journée plus par l'approche du réel du physicien quantique, justement. C'est ça qui m'a passionné lorsque j'étais moi-même directement inclus dans la recherche scientifique en physique du solide et en physique atomique, son approche du réel. Pourquoi cela ? Parce que cette approche du réel est justement une approche, je le reprendrai, du mystère du réel au sens philosophique du mot mystère, c'est-à-dire que nous faisons partie du réel que nous tentons d'analyser justement. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas en avoir le dernier mot. Alors, juste comme beaucoup de physiciens, j'ai été élevé dans les 3 postulats de la physique classique depuis Galilée, hein, l'existence de lois universelles à caractère mathématique, très important, que ces lois sont possibles. Il est possible de les découvrir grâce à l'expérience scientifique, c'est la méthode expérimentale. Et puis le troisième, c'est que tout observateur faisant les observations du même phénomène dans les mêmes conditions doit trouver les mêmes résultats. C'est la grande affaire de l'objectivité que certains ont pensé absolue. Et justement, l'épistémologie et la philosophie des sciences analyse ce statut de la vérité scientifique, de la réalité dans les sciences dites dures aujourd'hui et son évolution justement. Alors on part aussi de ce grand rêve exprimé par le grand mathématicien français Laplace, vous voyez au passage du XVIIIe et du XIXe siècle, une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la structure des êtres qui la composent, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome. Rien ne serait incertain pour elle, pour cette intelligence, et l'avenir comme le présent serait présent à ses yeux. Donc la possibilité d'une objectivisation complète du réel et de sa prévision, plus de secret. Alors c'est ce rêve que je comprends, mais qui est justement battu en brèche par notamment la physique quantique et d'autres éléments de la physique, mais qui a donné naissance à ces grands courants du scientisme matérialiste pendant très longtemps. Alors justement, ce rêve va se heurter à ce qu'on appelle la complexité en sciences. Je ne vais pas développer cela plus qu'il ne faut, mais il y a plusieurs types de complexité, notamment liés au fait que les systèmes ne sont pas statiques, mais qu'ils sont dynamiques et qu'il y a un jeu d'interaction très fort. Il y a la complexité dans ce qu'on appelle la thermodynamique du non-équilibre, qui régit par exemple l'évolution du vivant. Il y a plus dans le tout que dans la somme des parties, avec cette notion d'émergence de nouveautés, avec un caractère d'imprévisibilité et d'incertitude, par exemple pour la météorologie. Et puis, deuxième type de complexité qui est différente, sur laquelle je vais m'arrêter ici, qui est la complexité en physique quantique. Dans la révolution quantique, on l'a compris, l'observateur interagit avec l'objet qu'il observe.
Et on en a vu déjà des exemples et je vais continuer là-dessus. Cette microphysique nous rappelle donc que l'homme n'est pas indépendant du réel qu'il explore, contrairement à ce qu'on pense très souvent quand on est jeune étudiant, et j'étais dans ce cas-là. Et c'est tout ce qu'on va appeler la théorie de la mesure par l'instrument de mesure. Lorsque l'observateur veut connaître la réalité, alors je vais faire la différence entre réel et réalité, quand il veut connaître la réalité, eh bien il utilise un instrument de mesure, et cet instrument de mesure agit sur le réel qu'il est en train d'essayer de comprendre, et il aura donc en face de lui des phénomènes, ce que je vais appeler une réalité d'interaction, qui n'est pas le réel en soi, et qui est une interaction via l'instrument de mesure entre l'observateur et l'objet observé. Donc, en fait, il analyse un réel d'interaction qui comporte aussi l'effet du sujet observant. Le sujet, d'ailleurs, étant totalement impersonnel à ce niveau-là, bien entendu. Donc, vous voyez, le réel, alors Kant, le philosophe Kant, justement en même temps que Laplace, avait lui-même dit que le réel en soi était inatteignable par les sciences, par un raisonnement de philosophe. Et justement, le mouvement de la physique quantique à la recherche du réel va montrer aussi cette impossibilité par d'autres biais que le raisonnement purement philosophique, même s'il y a aussi de la philosophie de la physique quantique. Alors, je ne vais pas insister sur l'équation de Schrödinger, surtout dans les 20 minutes qui me sont imparties, et puis parce que William Phillips l'a très bien fait avec cette recherche de la fonction d'onde qui nous permet de connaître à un certain moment l'état quantique d'une particule. Nous l'avons vu, et en particulier sa position et sa vitesse. Je n'insiste pas là-dessus. Je rajoute ce grand principe qui est à la base aussi de la physique quantique, ce grand principe d'incertitude d'Heisenberg. Voilà, la connaissance simultanée de paramètres clés d'une particule élémentaire, par exemple sa position et sa vitesse, eh bien, est régie par un principe d'incertitude où on voit que plus la précision sera grande sur l'un des paramètres, plus l'incertitude sera grande sur l'autre. Il y a comme une impossibilité de connaître parfaitement, et là vous voyez bien que le rêve de Laplace va être battu en brèche d'une certaine manière. Il y a donc une imprédictibilité intrinsèque. On peut différencier l'imprévisibilité et l'imprédictibilité, et ici on est dans le domaine de l'imprédictibilité. Et donc, le physicien qui est à la recherche du réel, et même du réel en soi, pour un bon nombre d'entre nous, et on comprend que même si Kant et puis la physique quantique va le redire, le réel en soi est inatteignable, nous sommes tous à la recherche du réel, y compris, je pense, du réel en soi, parce que le physicien, ce n'est pas la physique, c'est un homme ou une femme qui cherche, bien entendu, à comprendre en profondeur. Il va, en physique quantique, se heurter à un certain nombre d'éléments du mystère du réel. Et le premier, qui est exprimé par Bohr dans cette lettre que je cite ici, la procédure de mesure, l'instrument qu'il utilise et les théories sur lesquelles cet instrument est basé, la procédure de mesure a une influence sur les conditions sur lesquelles repose la définition même des quantités physiques en question. La définition même des quantités physiques en question. Non seulement il y a une influence de l'instrument de mesure, mais sur la propre définition des entités qui sont visées. Et on le retrouve dans cette fameuse dualité onde-corpuscule qui s'exprime dans les fentes Jung, que je ne reprends pas ici, une expérience fameuse, et qui fera dire à un Heisenberg, justement, c'est en jouant sur les deux images, onde, corpuscule, en passant de l'une à l'autre, en revenant à la première, que nous obtenons finalement l'impression juste sur l'étrange sorte de réalité qui se cache derrière nos expériences atomiques. Qu'un très grand physicien ose dire cette impression sur l'étrange sorte de réalité qui se cache derrière nos expériences atomiques montre bien que
tout en étant un scientifique très reconnu et extrêmement précis et qui aura apporté beaucoup à la physique et notamment la physique quantique, eh bien voilà, il est obligé de s'exprimer quand il prend des mots de cette manière-là. Oui, bien qu'on va rentrer dans une forme de mystère du réel au sens, encore une fois, philosophique du terme. La deuxième grande affaire qui a été évoquée avec la superposition, bien sûr, et un cas particulier de superposition, c'est ce qu'on appelle la non-séparabilité quantique et que les expériences, notamment de Alain Aspect en France, qui a obtenu le prix Nobel de physique en 2022, va montrer, suite à une belle réflexion de Bernard d'Espagna sur lequel je vais revenir, l'expérience des photons corrélés, si je l'explique avec des mots simples, de quelque chose qui est beaucoup plus complexe que ça, c'est de dire que lorsque deux photons ont été émis par la même source et qu'ils sont dans des espaces, des probabilités de présence dans des espaces différents, normalement, plus on écarte la position de ces photons, plus une interaction de l'un sur l'autre mettra du temps à se produire. Or, voilà que lorsqu'on fait une mesure sur l'un, son spin par exemple, eh bien, immédiatement, quelle que soit la distance des deux photons, l'autre particule réagit immédiatement. Autrement dit, on peut à minima dire que ces deux photons qui étaient corrélés dans leur source restent corrélés tout au long de leur vie, si je puis dire, et que tout est lié d'une certaine manière. La matière n'est plus localisable, n'est plus chosifiable. La matière n'est pas une chose, et lorsqu'on emploie en philosophie le mot substance, il faudrait dire relation de substance, et non pas une substance en soi. Voyez ? Et ça veut dire aussi que l'idée de causalité locale, un effet local qui a des causes locales, oui, ça continue d'être vrai, mais elle est beaucoup plus élargie, cette causalité, et c'est ça qui fait qu'on va parler de substance en relation et non pas de chose en soi. Et notre réel serait ainsi davantage des choses en relation, si je puis dire, des substances en relation que des choses en soi, en tout cas dans la réalité empirique des phénomènes tels que le physicien tente de les décrire. Ça a des conséquences très importantes sur notre manière de voir la vérité en science. Encore une fois, même si Kant l'avait dit bien avant, comme un philosophe, le réalisme scientifique fait que, même si nous savons que nous utilisons des représentations du réel qui sont toujours des approches approximatives, nous pensons que nous agissons directement sur le réel, qu'il y a une espèce de correspondance entre ce qu'on trouve et ce que le réel lui-même est. Et en fait, vous voyez bien qu'ici, avec la physique quantique, on est plutôt passé dans une forme de vérité cohérence. Si on fait telle expérience, on va trouver tel type de résultat. Le réel en soi reste inatteignable et c'est une réalité empirique qui est donnée à la connaissance et qui, en même temps, nous permet de grandir dans ce progrès de la connaissance. Si je le résume, penser la complexité en sciences et en particulier ici en physique quantique, ça va être se mettre à penser par relation. Et en ayant cette conscience qu'il y a une forme de butoir à la connaissance d'un objet quantique, que l'incertain, et je l'ai montré, Heisenberg l'a bien montré avec ses incertitudes, apparaît coextensif à la connaissance que nous prenons du réel, il y a toujours quelque chose qui échappe du réel, et c'est ce que Bernard d'Espagna va signifier par la formule « le réel est voilé ». Il y a une forme d'incomplétude intrinsèque dans ce type de posture qui n'est pas liée simplement à un manque de connaissances qui va advenir dans le futur, qui est liée à une posture d'interaction avec le réel qui fait que nous n'avons accès qu'à des niveaux de réalité et non pas le réel en soi. Et en même temps, je voudrais dire tout le bénéfice de cette posture d'incomplétude, qui n'est pas du tout une défaite de la raison scientifique, mais qui est une condition sans doute plus humble de progrès dans la connaissance scientifique. Et c'est ça qui m'a beaucoup marqué en suivant des philosophes et des sciences et des scientifiques comme Bernard d'Espagna. Quelque chose échappe
quelque chose qui est justement de l'ordre de l'origine et qui est inatteignable par les sciences, rejoignant une vision kantienne ici. Et on le retrouve en logique avec Gödel, on le voit donc avec la structure de la matière ici, on le retrouve avec Prigogine dans d'autres domaines. Même constat d'incomplétude, même horizon d'indécidabilité, même impossibilité de limiter le vrai à la totalité de ce qui peut être dit, formellement démontré ou immédiatement mesuré. En gros, faire une théorie de la connaissance va conduire à reconnaître qu'il y a quelque chose qui nous échappe, ce qui ne signifie pas un relativisme généralisé, je le dis tout de suite, bien entendu. La méthode scientifique reste ici avec les couperets et des critères, mais en condition d'incomplétude. Et du coup, vous voyez bien que le rêve laplacien ne peut plus être si facilement vécu. Et même parfois, nous sommes obligés de tenir des couples contradictoires. Vous voyez, à la fois cette fameuse dualité onde-corpuscule, on tient du continu avec du discontinu, on tient de la séparabilité à notre échelle avec de la non-séparabilité quantique, des symétries et des ruptures des symétries, de la causalité locale et de la causalité globale. Et ça va donner l'idée des niveaux de réalité. La réalité empirique qui est donnée à la connaissance scientifique, est-ce qu'elle ne marche pas par niveau ? Ici, par exemple, à l'échelle macroscopique habituelle, quelque chose ne peut pas être continu et discontinu à la fois. Eh bien, dans un niveau quantique, on peut le penser davantage, même si on ne résout jamais la contradiction totalement. Et c'est ce que Heisenberg, finalement, a décrit dans un manuscrit de 1942 qui n'a été publié qu'en 1984 en allemand et beaucoup plus tard dans d'autres langues. Il considère les niveaux de réalité en disant il y a l'état des choses qui est objectivable indépendamment du processus de connaissance, ça c'est la physique classique. Deuxième niveau, l'état des choses inséparable du processus de connaissance, c'est vrai dans la physique quantique et ça le devient de plus en plus dans les phénomènes biologiques et psychiques. Et le troisième niveau, c'est l'état des choses qui est créé en connexion avec le processus de connaissance, tel que William Phillips le décrivait dans la dernière partie de sa... C'est une interaction entre le sujet et l'objet, tel que nous venons de l'entendre, et c'est aussi là-dedans que Bernard d'Espagnas s'inclut, mais peut-être aussi que les expériences artistiques dans divers niveaux sont de cet ordre-là. J'ai interviewé, mais je vais en donner qu'une petite partie, pendant une trentaine d'années de cheminement avec Bernard d'Espagnas, Jean et beaucoup d'autres, et notamment dans ce que vous retrouvez traité dans un de ses livres, ici cité, « Le réel échappe »,« Le fond des choses échappe », ça c'est ma traduction à moi, et lui-même, dans cette interview, je vais peut-être, et mettez en effet bien en évidence qu'il y a bien quelque chose qui résiste, le réel manifestement il y est, quelque chose résiste à nos représentations, mais je vais aller à la fin, ce réel ultime est inatteignable par les sciences, pour lui il est de l'ordre justement de l'être, fondamentalement inatteignable par les méthodes expérimentales hypothético-déductives, et en même temps, il n'exclut pas que certains traits de la physique, notamment les fameuses constantes fondamentales, dont certaines ont été reprises par William Phillips, puissent correspondre à des attributs de l'être. Bon, ça c'est sa position. Mais pour lui, il l'appelle finalement ce réel voilé. Il n'y a pas plusieurs réels qui s'interfèrent, mais le réel lui-même est inatteignable. Il est comme voilé à notre connaissance, mais il est comme un appel de l'être, justement, un appel à l'être. Justement, je voudrais conclure en disant cette incomplétude, elle est, à mon avis, extrêmement féconde. D'une part, elle a permis l'acceptation de l'incomplétude, qui n'est pas si facile que ça pour personne. Elle a permis de faire de grands progrès. Elle a permis peut-être, en philosophie des sciences, d'aller plus loin dans l'être. Est-ce que l'être, c'est dans les substances ou dans ce qui les relie, ou dans les deux à la fois ? Est-ce que la relation n'est pas essence de l'être ? Et l'expérience de l'incomplétude renvoie justement au fond des choses, sans lesquelles les choses ne tiennent pas, mais qui est inatteignable par les sciences. Vous voyez bien qu'on retrouve ici un sens du mystère, et au sens du philosophe Gabriel Marcel, par exemple, le mystère est un problème dont nous faisons partie, et
honnêtement, je pense qu'il faut se laisser creuser par ce sens du mystère et ne pas répondre trop vite à cet abîme qu'il y a entre ce que nous pouvons dire du réel et ce que le réel est. Personnellement, ça vous surprendra peut-être, je ne mettrai pas trop vite Dieu dans les trous laissés béants par la connaissance scientifique ni quelque conscience globale. Je préfère qu'on se laisse questionner profondément et pas simplement au niveau du mind, mais au niveau de tout l'être humain devant cet extraordinaire appel de l'être. Et justement, cet après-midi, nous regarderons d'où émerge la conscience, la question de la conscience, d'où elle émerge de ce fond des choses inatteignables, d'où émerge la vie de ce fond des choses inatteignables. Et puisque je vois Jean se lever, ça veut dire que mon temps est fini. Et je conclus avec cette phrase que je vous propose comme une méditation, surtout dans les 3 petits points qui la suivent, qui est une méditation, me semble-t-il aussi, qui a quelque chose à voir avec le dialogue sens et ouverture spirituelle. Voilà que, tandis que le fond des choses a l'air d'échapper à la science, l'appel de l'être peut atteindre le scientifique et toute autre personne en quête de sens. Il me semble que là, nous avons une magnifique ouverture d'aujourd'hui et de liberté. Merci au père Thierry Magnin. On va d'abord regarder ce que Luc Tesson en pense, notre ami Luc en régie. Et ensuite, je vous dirai, comme après chaque intervention, quelques mots. Hop, je vais le dire tout de suite. Ah, voilà. Tout est changement, tout est substance. Il doit y avoir moyen de combiner ces 2 niveaux de réalité. Voilà, donc dans ce que... On va avoir c'est bien vu, voilà, c'est bien vu. C'est bien vu. On a d'autres dessins. Ouais. Ta vie ne serait pas complète sans ce joyeux sentiment d'incomplétude. Oui, c'est ça. Ah, c'est très bien ça. Bravo au dessinateur. Ta vie ne serait pas complète sans ce joyeux sentiment d'incomplétude. Voilà. Ça, c'est vraiment très... Parce qu'on va revenir là-dessus, sur ce que Thierry nous a dit, c'est vraiment fondamental. Il y en a peut-être un autre, je crois. En tout cas, dans ce que nous avons entendu là, Thierry a rappelé des choses qu'on n'avait pas entendues tout à l'heure, comme par exemple le principe d'incertitude de Heisenberg, la fameuse expérience des doubles fentes qui montre que les particules ne sont pas des particules élémentaires puisqu'elles peuvent passer en même temps par 2 fentes à la fois, alors qu'un grain de sable ne peut pas passer par la porte et la fenêtre. Mais j'insisterai surtout sur ce que Thierry nous a dit ensuite après sur l'incomplétude justement. Et ce qui me paraît essentiel là-dessus, c'est qu'il a dit ce n'est pas une défaite de la pensée. Et ça, c'est quelque chose de très important. Notre maître commun qu'il a cité, Bernard d'Espagna, disait voilà, le God of the Gap. Vous vous rappelez, William Phillips nous a parlé du God of the Gap. Et bien, le God of the Gap, c'est on ne sait pas cette chose, donc on se dit Dieu l'a fait. Et c'est un très très mauvais raisonnement au plan épistémologique. Et ça, c'est l'inverse que Thierry nous a dit. On sait très bien, on sait avec une précision incroyable qu'on ne saura jamais la position et la vitesse d'une particule élémentaire en même moment. On sait très bien, avec le théorème de Gödel, qu'on n'aura jamais un système logique complet et cohérent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ce que ton slide sur Gödel, Prigogine, etc., était vraiment quelque chose que nous devons retenir, parce que c'est la science elle-même, pas la théologie, la philosophie, la sociologie, c'est la science elle-même qui démontre ses propres limites, et je crois que ça, c'est une très très grande importance, et on peut vraiment remercier le père Thierry Magnin de nous l'avoir montré. Un grand merci. Merci.